Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors bonjour et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Pour ce nouvel épisode teinté de Mandalorian, nous allons donc parler du chapitre 14, et oui, plus que 2 chapitres avant la fin de la saison 2. Et nous allons nous intéresser donc à cet épisode 6 en fait de la saison 2, dans lequel ça va parler de cette fameuse planète Tython et des Mandaloriens. Alors, on a décidé de changer un petit peu le format de l'émission. Dans la partie non-spoiler, on résume, mais alors beaucoup plus brièvement l'épisode, et ensuite on part sur des thèmes, voilà, pour voir ce que ça donne. Vous nous direz, quand vous aurez pu écouter l'épisode, ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez, ou est-ce que vous préfériez l'ancienne formule. Donc je fais vraiment un résumé très très succinct de ce premier épisode, à savoir, en gros, Mando emmène bébé Yoda donc sur la planète Tython pour qu'il appelle les autres Jedi sur le fameux temple, le super balèze qui rayonne partout. Et le problème, c'est que Moff Gideon avait tracé notre ami Mando, et donc du coup il va venir récupérer le bébé à ce même moment où il y a un instant de vulnérabilité. Le fait est que on a une troisième partie, une tierce personne qui va intervenir et qui va venir finalement en soutien à notre ami Mando. Et donc de fait, c'est un épisode très très orienté baston. Alors, avant que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, je tiens à dire bonjour donc à Fabien, qui est avec nous. Salut Tom. Et également... Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Exactement. Et à Céline également qui nous rejoint. Salut. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit WhatsApp déjà dans un premier temps, et ensuite vous nous donnerez votre opinion non spoiler, sans trop rentrer dans les détails de cet épisode. Alors Céline, tu commences ? Alors moi, côté WhatsApp, j'ai profité que j'ai pas enregistré la semaine dernière pour passer mon petit temps sur PC à écouter les collègues, en fait. J'ai écouté l'interview de Phobos par les Lucasfilm, j'ai rattrapé quelques autres riders, et l'interview de Jeff par Fab, et un dernier, le petit live de Zam sur le Mandalorian. En fait, ils font un live, Zam et Jack, qui sont des cosplayers tous les mercredis par rapport à l'actu Star Wars, et notamment le Mandalorian, et c'est bien sympa. Ok, merci à toi. Fab ? Moi de mon côté, dernièrement je suis un peu en mode j'ai envie de créer, là, je suis un peu en mode créatif niveau Star Wars. Dernièrement j'ai fait de la linogravure en fait. Donc j'ai fait des prints, j'ai gravé, ça me relaxe en fait. J'ai fait un print autour de Mandalorian avec le casque, le gros goût, etc. Puis je me suis essayé à l'impression artisanale en fait, et à la linogravure. Donc c'est pas mal ça mon actu. Puis j'ai fait des pins dernièrement aussi, je continue à faire mes pins, mais ça on en a déjà parlé dans précédentes émissions, et puis bien sûr j'ai écouté les Mandaloriens, et je suis très féru de podcasts un peu autour, et un peu comme Céline, il y a un autre que j'ai rattrapé, c'est les Lucasfilm en fait, qui ont une chaîne YouTube. Je suis en train un peu de rattraper leurs analyses sur The Last Jedi notamment. J'aime beaucoup en fait leur approche qu'elles font sur The Last Jedi. Elles en disent du bien ou du mal ? Plutôt du très bien même. D'accord. Elles sont assez fans de The Last Jedi, et puis les analyses sont vraiment poussées en fait, elles prennent le film d'une approche que moi j'avais pas forcément, et que je trouve vraiment intéressante. Ouais, j'aime bien aussi, font le parallèle par exemple avec les contes de fées, j'avais bien aimé. C'est vraiment toujours cet aspect, je fais un parallèle avec d'autres choses, avec Orgueil et Préjugés, enfin c'est vraiment très drôle. Moi je vous invite à aller regarder ce podcast, parce que je trouve que elles ont vraiment leur petit style à elles, assez différent des autres. Ouais, je suis d'accord.
Alors, moi, me concernant sur mon WhatsApp, c'est assez court, hein. Finalement, j'ai juste attaqué le Resistance Reborn, et je trouve ça très très sympa. Vraiment, là, j'en suis à peu près à un quart du bouquin. On est vraiment... je trouve que c'est vraiment ce qui manque, en fait, finalement, ces petits romans, en fait, anciennement qu'on appelait Univers étendu, pour donner un petit peu le background de chacun des films, parce que il y a des trucs, par exemple, quand tu vois apparaître Wedge Antilles dans l'épisode 9, tu dis ouais, ok, super, ils ont fait un fanservice, alors qu'en fait, du coup, tout d'un coup, ça amène quelque chose d'un peu plus intéressant, et ils font des liens, notamment avec la première trilogie de Chuck Wendig, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant. On sent que l'univers commence à être plus diffus, plus construit, et ça, c'est plutôt sympa. Alors maintenant, votre avis sur ce fameux épisode. Alors, vas-y Fab. Alors, moi ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu sur Mandalorian, puisque je pense que la dernière fois que j'ai enregistré un épisode de Star Wars en direct série là-dessus, c'était comme le premier épisode de Mandalorian, donc ça remonte quand même au début de la saison 1. Je suis très mitigé sur la série en général, et particulièrement sur cet épisode-là, encore une fois. Je trouve que j'ai des hauts et des bas en fait avec cette série, c'est un peu des montagnes russes, c'est-à-dire que il y a des moments j'aime beaucoup, puis il y a des moments je suis comme c'est pas ce que j'aimerais moi personnellement, et j'avoue que cet épisode m'a laissé un peu pantois en fait sur certaines choses. En fait, il a le malheur de rassembler ce que j'espérais qu'il n'arriverait pas et ce que je n'aime pas trop dans la série, c'est-à-dire je vais pas te développer dans la partie spoiler, dans la partie non spoiler, je développerai un peu plus tout à l'heure, mais c'est ça. Il a le malheur un peu de développer des choses qui me gênent un peu. Tout en alors il y a des bonnes scènes d'action que j'ai trouvé vraiment sympas. Il y a l'histoire avance un petit peu, enfin continue d'avancer plutôt bien même. Il y a quand même des bonnes choses que j'ai appréciées dans l'épisode. Mais globalement, j'étais quand même un peu déçu de cet épisode-là. Pour parler aussi non spoiler du tout, j'ai trouvé la réalisation assez ordinaire en fait, alors que donc cet épisode a été réalisé par Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sin City, c'est Desperado, c'est Spy Kid, c'est Machete, des films. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec Tarantino, qui avait travaillé sur le Boulevard de la Mort, etc. Et oui, j'ai retrouvé un petit peu du Robert Rodriguez dans certaines scènes d'action, mais globalement, je trouvais que c'était pas ouf non plus. Je trouvais que la photo aussi, visuellement, c'était probablement l'épisode le plus faible de toute la saison, peut-être même de toute la série. Je trouvais que visuellement, c'était assez pauvre. Et j'ai eu un vrai feeling, et je suis pas le seul en fait, c'est-à-dire sans en avoir parlé, j'ai discuté avec des amis puis ils m'ont dit la même chose. J'ai eu un espèce de feeling de fan film en fait à des moments, et pas forcément dans le bon sens en fait, et ça m'a un petit peu gêné de ce côté-là. Et toi Céline, si tu devais lui mettre une note, tu lui mettrais combien? Moi c'est mon truc ça. Ouais, alors sur 20, je sais pas, je lui dirais un 12, quoi. Genre, ça passe la moyenne, okay. mais ouais, entre 10-12, quoi. Ça passe la moyenne, mais pas à peine plus, quoi. C'est... Ok. Céline? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait de l'enjeu, qu'on avance sur le fil principal. Vous savez que moi, c'est un peu ce qui peut me décevoir dans Mandalorian, c'est cet aspect un peu... quête annexe d'un mauvais JDR de temps en temps qui m'énerve un petit peu. Donc là, j'étais servie, on était plutôt dans j'avance sur le fil rouge, et enfin on introduit ce qui va se passer, je pense, sur les 2 derniers épisodes. Par contre, c'est vrai que comme Fabien, je trouve que ça manque quand même d'un petit quelque chose. Je trouve que finalement on ramène beaucoup de personnages, du coup ça donne une petite impression de facilité scénaristique, et en même temps, on y apporte des choses intéressantes, donc bon, pourquoi pas. Je laisse la chance, mais je pense que je pourrais juger cet épisode que au regard de la fin de la saison, en fait. Et si tu devais mettre une note, par exemple, tu placerais comment? Bon, je lui donnerais quand même un petit 14. Merci. Alors, moi, me concernant, cet épisode, c'est assez fou, parce que quand il a été vu pour la première fois, on a eu plein de personnes qui... j'ai un fil WhatsApp, par exemple, de mon ancienne guilde de Heroes, et dessus,
on a Seb Galano qui a commencé d'ouvrir le bal par oh c'est mon, alors il a rien spoilé du tout, mais il a dit oh le meilleur épisode de toute de tout Mandalorian et tout. Oh, alors ça commençait à m'en jouer, et en fait tous les autres ont suivi dans ce sens-là en disant ah ouais dingue et tout. Et moi, si tu veux, j'avais une telle claque en fait de l'épisode Ahsoka qui vraiment m'a réjoui, qui pour moi est vraiment le meilleur, que je me suis dit waouh, ils vont être au-dessus. Et j'ai prévenu tout le monde le soir quand on a fait la soirée Mando, et j'aurais dit vous allez voir, ça va être encore au-dessus. Et donc du coup, bah j'étais un poil déçu, parce que si vous voulez, j'ai mis tellement d'attentes, j'attendais un truc tellement dingue que bah j'ai été déçu. Par contre, ce serait intéressant d'avoir, parce que je vais vous rejoindre un peu. Je trouvais sympa, mais peut mieux faire quoi, surtout au vu de ce que Filoni nous a mis juste avant. Et en plus, il y avait le nom de Robert Rodriguez qui pour moi j'associais forcément à quelque chose d'assez fou quoi. Et finalement, je suis déçu. Mais je serais curieux après d'entendre des gens qui ont suradoré cet épisode pour voir en fait avoir les éléments de leur point de vue. Josie. Mais c'est peut-être un truc dont on pourra discuter d'ailleurs, ces réactions en fait du fandom en général à chaque épisode. Je sais pas si ça va, enfin si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais je trouve en fait alors j'ai comme un espèce de feeling inverse de l'époque d'épisode 8. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'était comme tout le monde détestait la post-logie, c'était la faute de Disney, et on dirait que ces gens-là se sont retrouvés dans le Mandalorian, et du coup c'est leur excuse pour dire bah, la trilogie était nulle. Puis forcément, on dirait qu'ils adorent absolument tout épisode sans avoir une once de critique entre guillemets. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais je vois beaucoup de gens qui sont comme à chaque épisode, oh c'était génial, c'était le meilleur épisode ever, etc. Puis alors moi j'ai tendance à pas comprendre en fait des fois, parce que je peux comprendre qu'on puisse aimer le retour de certains personnages comme Ahsoka, etc. Mais il y a des moments où je suis comme tu sais, on peut peut-être aller fouiller un peu plus loin que juste le retour d'un perso, et j'ai l'impression que et du coup enfin sur les forums ou notamment sur les groupes Facebook, j'ai l'impression qu'il y a des moments, si t'oses dire que t'as pas aimé l'épisode, bah tu passes pour le hater. Alors moi je suis pas du tout un hater, au contraire, enfin j'ai globalement bien aimé la post-logie à part l'épisode 9, mais j'ai tendance quand même à apprécier tout ce que fait tout ce qui se fait dans Star Wars en général, et là je suis comme, tu sais, j'ai l'impression de passer pour un hater quand je dis bah ouais mais moi l'épisode j'ai trouvé nul en fait quoi. Alors on n'a pas dit qu'on l'avait trouvé nul, que Disney c'était du caca non plus. Enfin, si je comprends bien, c'est en fait, on a peut-être mis des attentes plus élevées dans cet épisode et elles n'étaient pas au niveau de celles qu'on a estimées. Et après, encore une fois, comme dirait notre ami Loïc, on a chacun notre Star Wars, tout dépend de ce que tu recherches et de ce que tu as trouvé. Et encore une fois, il y a différents niveaux de lecture, il y a des éléments qui sont très très cool, et il y en a d'autres sur lesquels j'étais un peu déçu. Mais je peux pas vraiment trop développer sans spoiler, donc je vais donner ma note. Moi, je serais aussi autour des 14, parce qu'il y a quand même des très bonnes trouvailles, et puis c'est vrai que les scènes d'action par contre sont sympas. Moi à la maison j'ai mon fils qui adore tout ce qui est militaire et compagnie, du coup là il était servi quoi. Par exemple il m'a dit ah non, j'ai mieux aimé celui-là que celui d'Ahsoka, où des fois on se faisait chier quoi. Donc du coup je pense que chacun peut y trouver un peu son compte en fait finalement. Un petit mot avant qu'on passe sur le spoiler sur alors si vous avez pas encore vu l'épisode, bon j'imagine que si vous écoutez le Star Wars en direct vous avez déjà vu l'épisode, mais un truc qui m'a fâché, c'est le récap de l'épisode au début. C'est-à-dire que via le récap, le récap pas de l'épisode mais le récap de la saison, et il montre des choses d'anciens épisodes, puis là tu fais comme en fait ça te spoil le retour de certains persos dans l'épisode, et j'étais comme pourquoi vous nous montrez ça, on n'est pas si cons là, il n'y a pas eu 47 épisodes de Mandalorian jusqu'à présent, on en a eu 13 avant, fait qu'on arrive à se rappeler quel perso. Peut-être que c'est pour le grand public, tu vois. Ouais, mais même le grand public, dans le sens que je pense pas que c'était hyper nécessaire de montrer ce plan dans le récap. Moi en tout cas ça m'a un peu gâché la surprise, j'étais comme ok, donc ils vont nous ramener ce personnage-là dans cet épisode-là. Je trouvais ça que c'était un peu dommage, en fait. Encore une fois, on a un peu l'impression que The Mandalorian s'adresse à un public vraiment pas amateur de séries,
puisque voilà, ils se sont obligés de faire des résumés d'épisodes un peu comme dans les années 90 où t'avais toujours un résumé parce que justement t'avais des épisodes indépendants qui étaient faits pour que tu puisses dire ah bah telle semaine je vais sortir plutôt que de regarder l'épisode, alors que aujourd'hui le standard des séries c'est plutôt d'avoir des histoires très complexes qui se développent sur toute la saison et du coup en fait tu ne manques pas un épisode. Tu n'as pas besoin de résumé. Et quand dans Game of Thrones, t'as 150 personnages et qu'il y en a un qu'on te ressort 4 saisons plus tard, on te le réintroduit pas. Tu te démerdes. Je veux dire, si tu sais plus qui c'est, tu vas voir sur Wikipédia, quoi. Tant pis pour toi. Alors, d'autant plus que celui-là, il faisait 30 minutes. Donc, quand tu lui rajoutes le générique, le résumé, le machin, et plus le générique de fin, il faisait 24 minutes, quoi. Donc, Ouais, et c'est d'ailleurs un point que je trouvais un peu dommage, en fait. Alors, je m'en fous, en fait, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs, les épisodes, dans le sens que si ça peut apporter à l'histoire, s'ils ont besoin de développer plus, qu'ils soient un peu plus longs, tant mieux. Si ils ont rien à amener de plus, ça me dérange pas, en fait, la différence de trucs. Par contre, dans cet épisode-là, je trouvais qu'il y a certaines choses qui auraient pu mériter d'être développées un peu plus, de prendre un peu plus son temps sur certaines choses, ou etc. Je pense notamment à l'environnement, à la planète, etc. où on arrive. Peut-être qu'on aurait pu profiter un peu plus. Et là, je suis comme, bon, bah, regarde, finalement, sur les 33 minutes... Alors oui, j'ai pas forcément vu le temps passer, mais enfin, c'est normal parce que... je trouve qu'ici il passe pas grand chose au final. Mais néanmoins, moi, tu vois, j'arrive à comprendre que certains l'ont vraiment adoré. Parce que peut-être ceux qui avaient des attentes du type impériaux mandaloriens, là, ils ont certainement été servis. Probablement. Donc voilà, ça peut s'expliquer, mais voilà, tout dépend de ce qu'on recherche, quoi. On passe du coup en hyperespace. Juste avant, on va faire un petit point sur les dernières vidéos. Donc on a eu le dernier commentaire sur l'épisode avec Ahsoka. Dans laquelle j'étais accompagné de notre ami Francis. Et puis, il y a eu un épisode spécial Noël où on vous proposait des cadeaux de Noël à offrir Star Wars pour les fêtes. Donc sur ce, je vous propose qu'on passe en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et donc, le premier thème que nous allons aborder, c'est l'axe mandalorien. Il est surtout développé sur le fait que Mando arrive donc du coup avec son Razor Crest. La particularité, c'est qu'il peut pas le garer justement vers les pierres, donc ça il le précise bien, vers les Stone Age. Et donc du coup il le garde plus bas, ce qui fait qu'il va être loin de son vaisseau. Cet élément a une importance puisque ce vaisseau se fera détruire par la suite, ce qui est quand même un gros drame. On verra ce qu'on en pense les uns les autres. Et donc, ce qui est intéressant du point de vue du Mandalorien, c'est que là, il va se faire assister de Boba, mais qui vient initialement juste pour récupérer son armure, et il est accompagné de Fennec, donc qui était un personnage qui était censé mourir dans la première saison, mais qui a été robotisé, voilà, pour la sauver. Donc du coup, ça génère une espèce de dette de vie à la Chewie, avec Boba. Et donc du coup finalement Boba veut récupérer son armure, il lui explique pourquoi, il y a débat parce que il n'est pas aussi intégriste que Mando, donc du coup il hésite à lui refiler son armure. Donc il y a tout un échange là-dessus pour savoir est-ce qu'il y a droit, est-ce qu'il y a pas droit, et la contrepartie c'est qu'il lui dit voilà, moi je récupère l'armure, il la prend un peu de force, mais il lui explique et il lui démontre en fightant les impériaux et en lui faisant la promesse de l'aider à retrouver le bébé Yoda que voilà, que l'armure il l'aurait pas pour rien. Et il lui fait toute une petite explication sur le fait que l'armure elle appartenait déjà à son père, que certes c'était pas un vrai Mandalorien, mais qu'il avait aidé son père dans les guerres mandaloriennes, etc. Et que c'est les Mandaloriens qui lui avaient fourni en cadeau. Et ça c'est assez cohérent avec la prélogie dans laquelle on nous disait que c'était pas vraiment un vrai Mandalorien. Ouais, d'ailleurs, en fait, cette phrase où il dit je suis un simple man, c'est une citation de l'épisode 2, en fait. Jango Fett dit la même chose quand il se retrouve face à Obi-Wan, en fait, sur Kamino, et Kamino, la première fois, il lui dit qui I'm just a simple man, ou un truc comme ça. Et c'est littéralement, en fait, la même phrase qui est reprise de ce côté-là. Et effectivement, c'est assez cohérent avec la prélogie, mais même avec l'ancien univers étendu par rapport à l'histoire de Boba et de Jango Fett, si je dis pas de bêtises. Donc du coup je vous laisse développer les éléments là-dessus, ce qui vous intéresse le plus.
Ben, moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en effet, justement dans le Mandalorian, on commence vraiment à développer toute l'histoire des Mandaloriens. Dans The Clone Wars, on avait les nouveaux Mandaloriens face à la Death Watch. On a introduit avec Bo-Katan, elle lui a précisé qu'elle était un enfant de la Watch. Et là, en fait, Boba Fett, il se présente aussi comme étant finalement un orphelin, enfin un fils d'un orphelin trouvé par les Mandaloriens. Donc ça me fait penser que les enfants de la Watch existent depuis bien avant la Purge. Et c'est aussi intéressant parce qu'en fait, en français, je pense qu'ils ont un petit peu extrapolé. Ils avaient dit des enfants de la Death Watch, et je pense que ils se plantent parce que je pense que les Death Watch, ils ont été créés en réaction au nouveau Mandalorian, et que les enfants de la Watch, eux, préexistaient, et que au contraire, peut-être les Death Watch, le nom, c'est un hommage aux enfants de la Watch, en disant que finalement, c'est les enfants de la Watch qui eux ont la bonne vision de ce qu'est un Mandalorien, c'est-à-dire un guerrier, contrairement au nouveau Mandalorien. J'ai trouvé que le Mando était quand même plutôt cool parce que il lui dit ça, mais il lui dit pas pour autant mais du coup il faut que tu gardes ton casque, quoi. Alors qu'il y a 2 épisodes, il était un peu intégriste là-dessus. Donc on voit qu'il s'est un petit peu calmé. Ouais, il est un peu plus ouvert là-dessus. Le là-dessus, retour de Fennec, moi vous savez que je suis pas fan des retours des gens morts, parce que si les gens qui sont morts ils reviennent tout le temps, il y a plus d'enjeu. Et puis c'est en train de devenir une voilà. C'est ça, presque un running gag en fait. Moi vous savez que j'adore Ming-Na, et j'étais super triste de la voir se faire démonter en 3 minutes. Et je trouvais que c'était totalement gâché le personnage. Donc je suis contente de voir que finalement elle va devenir un personnage presque principal sur ces 3 derniers épisodes probablement. Mais en même temps, je me dis que d'un point de vue scénario, voilà, faire revenir tout le temps les gens morts, c'est un running gag presque. On a Boba, on a Fennec, je te rejoins là-dessus. En fait. Tout le monde ressort de tout. Après, il va falloir nous expliquer quand même comment Boba il est sorti du Sarlacc, parce que à la rigueur, avant, dans l'ancienne UE, on nous disait que c'était son armure qui l'avait protégé, sauf que là, l'armure, elle est chez Jawa. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il s'est retrouvé à poil dans le Sarlacc, ou est-ce qu'il a vendu son armure en ressortant parce qu'il avait pas de bouffe? Je sais pas. Mais il y a des gros trous et il va falloir les combler. Ouais, bah ça, de toute façon, ils vont nous sortir un comics ou un livre qui va tout expliquer d'un coup, et puis, mais je te rejoins, en fait, au niveau des retours, j'étais content de retrouver Ming-Na, que je trouve une super actrice, et j'étais comme toi, assez frustré, en fait, de la voir si peu, finalement, dans la série, suite à sa mort dans la première saison, mais son retour est comme, ok, tu sais, comme revenez-en là, faites autre chose. Puis moi, même le retour de Boba Fett, en fait, le retour de personnage nostalgique qui vient jouer sur une corde nostalgie, c'est en train de vraiment m'agacer. C'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression que Mandalorian, dans cette saison 2 particulièrement, c'est juste ça en fait. C'est-à-dire qu'on vient essayer de te chercher, jouer sur une corde nostalgie, et pour moi c'est pas suffisant. C'est-à-dire que j'ai un vrai problème avec ça depuis le début, c'est que pour moi, d'un point de vue, enfin au niveau du scénario, on n'écrit pas une histoire à partir de délires qu'on a envie de faire, en disant tiens j'ai envie de faire revenir ce personnage-là, tiens je vais broder une histoire autour, puis je vais essayer de relier les points comme sur un tableau d'un vieux film policier des années 70 quoi. Et là j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe dans cette saison 2, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Filoni et Favreau ils avaient une liste de délires qu'ils voulaient absolument voir, de fantasmes de fans, et que à partir de ça ils essayent de broder une espèce d'histoire, et c'est le cas avec Boba, c'est le cas avec j'ai trouvé aussi que c'était un peu le cas avec Ahsoka, c'est vraiment, j'ai l'impression c'est comme le Dragon de Crate, c'était un peu ça, genre qu'est-ce que j'en aimerais voir un Dragon de Crate, enfin il y a des moments ça amène des scènes vraiment cool à chaque fois dans les épisodes, mais je trouve que dans l'ensemble j'ai trop ce feeling de comme t'écris pas une histoire pour servir la venue d'un perso, c'est
t'écris une histoire et puis tu réintègres ce perso si elle sert cette histoire-là. Et en ce moment, j'ai pas l'impression que c'est ça, quoi. Pourquoi, enfin, quel est vraiment l'intérêt de faire revenir Boba à part, que tous les fans soient comme, c'était génial, ça fait 40 ans que j'attends Boba mettre une branlée à l'Empire ou à peu importe qui. La scène est super cool. Enfin, moi, j'ai trouvé le côté violent de Boba. C'est la scène que j'ai vraiment aimé ça. Et puis, c'est là que, tout à l'heure, quand je parlais dans le non-spoiler, je retrouvais un petit peu du Robert Rodriguez dans le côté violent, en fait. La façon dont il se bat avec le Gaddafi, j'ai trouvé ça assez chouette, en fait. Mais, en soi, tu sais, il y a plein d'incohérences qui arrivent avec ça. C'est-à-dire, pourquoi Boba, qui était sur Tatooine depuis des années, il est pas tout simplement allé récupérer l'armure auprès de Cobb Vanth? Il est capable Peut-être qu'ils auront une réponse cohérente, tu vois. Peut-être, mais est-ce que cette réponse cohérente, elle va pas être justement dire bon, bah alors maintenant qu'on a fait ça, faut qu'on trouve une réponse à cette question-là, plutôt que de se dire bah tiens, je build un personnage et j'ai toujours un peu ce feeling-là et ça me gêne énormément. C'est-à-dire que on sait qu'il était sur Tatooine depuis des années, comment il a récupéré les Slave One, enfin quand on voit se battre contre les impériaux, on se dit il aurait pu très bien aller voir Cobb Vanth, lui mettre une branlée, récupérer son armure. Point, en fait. Ce qu'on sait pas, du coup, c'est que peut-être qu'il est pas resté sur Tatooine pendant les 40 ans, peut-être qu'entre-temps, il a vécu d'autres aventures, avec son armure, il se l'est fait tirer il y a pas longtemps, tu vois. Bah, il y a pas 40 ans, il y a comme 6 ans. Oui, d'ailleurs, c'est 6 ans, le retour du Jedi. Ouais. Mais peut-être que pendant les 6 ans, il est pas resté les 6 ans sur Tatooine à galérer avec son arme de Tusken. Bah, en tout cas, il y était au moment de la mort de Fennec, donc entre la mort de Fennec et le moment où... il tue le dragon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été la récupérer, sachant que il est capable de mettre la branlée à 15-30 troopers? Je pense que Cobb Vanth, il lui faisait pas peur, quoi. J'y ai pensé aussi, mais pour l'instant, rien nous dit qu'il n'y a pas une raison cohérente. Tu vois, tant que c'est tout à fait. Oui. Mais tu sais, ils vont peut-être sortir une raison cohérente, mais je peux pas m'empêcher de me dire ça leur sert. Ils ont fait ça parce que ça leur servait pour leur délire, tu vois. Ils avaient envie de réintroduire Boba qui se bat sur l'Empire, donc ils l'ont fait. Puis après, ils vont trouver une excuse peut-être une raison cohérente. Ça sera peut-être très cohérent, et puis ça, on va faire ok, bon, regarde, ça passe. Mais tu sais. Je peux pas m'enlever ce feeling-là, et c'est ce truc-là qui me gêne, en fait. Le côté fanservice, tu veux dire. Et assez souvent. Mais c'est pas tant le fanservice, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve qu'on pourrait considérer comme fanservice dans certains épisodes, que je trouvais qui servaient le récit, et alors que là, je trouve que c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est le récit qui sert le fanservice. Et c'est plus dans ce sens-là qui me gêne, en fait. C'est-à-dire que, tiens, je te prends un exemple de choses que j'avais aimées dans cette saison. Par exemple, au début au tout premier épisode, quand il est justement avec Cobb Vanth, le motojet de Cobb Vanth qui est fait à partir d'un moteur qui est le même que celui du podracer d'Anakin, je trouvais que c'était du fanservice qui servait l'histoire. En fait, dans l'épisode 1, on nous dit et on nous répète que Anakin, en fait, il fabrique lui-même son podracer à partir de pièces récupérées. Donc il est sur Tatooine, il a récupéré des pièces de moteurs différents et il a fait un podracer à partir de ça. Donc à partir de là, on peut très bien se dire que c'est des moteurs qu'on trouve dans différents endroits ou à différentes sources. Et ça se trouve, en fait, Anakin, il a juste récupéré un moteur d'un motojet deux moteurs de motojet pour en faire un podracer. Donc pour moi, ça sert en fait le récit, dans le sens que c'est genre de truc de comme il y a une certaine logique avec ça, ça apporte pas grand chose, c'est du fanservice, mais il y a une espèce de logique avec ça, de cohérence de l'univers. Ouais, ça sert pas le scénario, mais ça sert l'univers, quoi. Exactement. C'est ça, exactement. Ça sert à développer l'univers. Et là, ces histoires de retour de Boba, tu vois, j'ai pas parlé d'Ahsoka, puis c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'avais l'impression que c'était quand même du fanservice, dans le sens que ça aurait pu être n'importe quel Jedi qu'elle rencontre, ça aurait fait exactement le même épisode. C'est-à-dire que le fait que ça soit Ahsoka n'apporte rien. Il arrive, il trouve un Jedi, il essaye de se battre, il fait une quête annexe, et puis... Ahsoka, c'est comme un des seuls Jedi qui reste, et là où elle est intéressante, c'est qu'elle n'est pas tout à fait une Jedi, elle est à l'entre-deux, donc tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est vrai que ça, ils s'en servent pas. Et elle lui dit pas, je vais pas te former parce que moi j'ai quitté l'ordre Jedi et que je pense que c'est pas la voie. Tu vois, c'est vrai qu'ils s'en servent pas. Si, parce que ce qui sert le récit pour Ahsoka, c'est le fait qu'elle refuse de l'entraîner justement parce que son maître a sombré à cause des problèmes de sentiments, et ça elle l'explique bien. Donc pour Ahsoka, pour moi ça sert complètement le scénario, et c'est hyper bien trouvé dans ce sens-là. Et là c'est vrai que par contre, même si pour Boba j'étais trop content de voir arriver le Slave One, je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être alors
peut-être qu'on verra déjà la cohérence du truc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui-même, ça lui ouvre en fait, ça lui amène aussi plusieurs visions. Quand il rencontre la Death Watch, il se rend compte qu'il voit des Mandaloriens qui pensent pas comme lui. Et Boba, c'est encore un autre non-Mandalorien, comme on préfère, qui a une autre vision du truc. C'est-à-dire que le gars, il a aussi l'armure, mais il a encore une deuxième façon de voir le truc. Donc là, en fait, on a vu 3 Mandaloriens. Si tu rajoutes les Death Watch et les Mandaloriens pacifiques de la Duchesse Satine, ça fait 5 types de Mandaloriens. Et je trouve ça bien pour son ouverture d'esprit, lui qui est très, très fermé quand même, qui croise plein de types de Mandaloriens. Et Boba, c'est un Mandalorien à part quand même. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi et je te rejoins là-dessus. C'est plus la façon dont c'est amené qui me dérange. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il fallait le réintroduire sur Tatooine, et que ça serve ce récit-là en fait. C'est-à-dire que honnêtement, j'ai rien contre le retour de Boba en soi. C'est plus la façon dont c'est amené où j'ai vraiment l'impression que ça arrive de comme, ok, donc cette semaine c'est l'épisode où on doit faire revenir encore un autre perso, ça sera Boba, puis on va le dropper comme ça. Tu sais, c'est pareil. Comment il retrouve le Mando? Comment il arrive sur Titan? Comment il le suit? Comment il le traque? C'est Boba Fett aussi. C'est le champion de la traque quand même. Ah ouais. C'est pas, ça me gêne pas trop. Pour le coup, c'est cohérent avec le personnage quand même. Pour cet aspect-là, je voulais voir aussi un autre truc. Moi, c'est la destruction, enfin les vaisseaux, la destruction du Razor Crest et l'utilisation du Slave One, parce qu'a priori il va monter dans le Slave One, Mando. Je sais pas pour vous, mais il y a 2 persos qui reviennent, il y a le Slave One et il y a Boba. Parce que, un peu comme on disait souvent que le Faucon Millenium c'est un personnage à part entière de l'univers, le Slave One, pour moi il est au même niveau, quoi. C'est-à-dire que quand tu le vois arriver, tu vois, t'as l'euphorie de retrouver ce vaisseau. Alors, ça fait très service, on est d'accord, mais ça, j'ai trouvé cool. Mais par contre, ce qui m'a frustré, c'est la destruction du Razor Crest, qui était quand même devenu un peu un vaisseau mythique. Oh, moi, je suis hyper triste. Et en plus, ce qu'on s'est dit avec les gosses, c'est que c'est un vaisseau qu'on a même vu de l'intérieur, on l'a, tu vois, un peu comme le Faucon. On sait comment il est foutu, etc. Et du coup, il y a du background sur ce vaisseau. Bah, de le voir détruit, ça... Bah, même au-delà de ça, pour le coup, c'était un élément qui était très utilisé d'un point de vue scénaristique, parce que souvent c'était à cause du fait que le Razor Crest était en mauvais état, qu'il l'amenait à faire des choses, etc. Et puis d'un point de vue design, c'est probablement l'un des meilleurs... Enfin, moi, en tout cas, c'est un des designs de vaisseaux que je préfère de ces dernières années, avec probablement le Ghost de Rebelle. Je trouve que le design il était ouf, quoi, et j'étais hyper triste de le voir exploser. Mais là par contre je dois leur donner le fait que ça m'a vraiment surpris. Puis je trouve qu'ils ont eu justement alors excusez-moi l'expression, mais des couilles de faire exploser le Razor Crest. Donc en soi je peux pas trop le rendre. Mais non, mais c'est juste pour nous faire vendre un nouveau Lego l'année prochaine. C'est ça, ils vont nous faire un autre vaisseau et puis ils vont faire un nouveau Aslab de Hasbro qui va encore coûter 600 balles. Non, mais moi aussi j'étais assez choquée qu'ils aient le courage de le faire. Immédiatement quand j'ai vu les ruines, j'ai fait il va retrouver la boule et puis il va être en mode et gagner. Ouais. Et du coup, par contre, il y a aussi un autre élément, une image forte du Mandalorien qui est aussi détruite, c'est le vaisseau, le fusil désintégrateur qui était dedans. Ouais, j'y ai pensé aussi. Donc, ouais. J'étais comme, mais le fusil, on le voit plus du tout, donc parce que je l'ai vu 2 fois l'épisode. Donc j'ai fait la première fois, j'avais pas fait attention s'il l'avait quand il sortait sur la planète au début. Puis en fait, la deuxième fois, j'ai bien fait attention et non, il l'avait pas, donc il était bien visiblement dans le Razor Crest. Donc ouais, le fusil est désintégré aussi. Ouais. Par contre, si les personnages reviennent, faut se douter qu'un vaisseau qui est produit en plusieurs exemplaires, il peut en racheter un. Certes. Probablement. Donc, après avoir le choix qu'il veut faire. Ça sera peut-être pas la même chose. Non, honnêtement, je suis un peu triste aussi sur le Razor Crest. Mais je trouve ça quand même assez culotté et j'ai hâte de voir en fait. Tu vois, j'aimerais pas par contre que le Mando récupère le Slave One parce que Boba meurt je sais pas quoi et que ça devienne le vaisseau du Mando. Enfin, je trouverais ça un peu bof, quoi. Non, il lui faut son vaisseau à lui. Qu'avez-vous pensé du personnage de Boba, justement, au-delà de l'avoir fait revenir? Alors moi, il y a un truc qui m'a... alors je sais pas si c'est gêné ou interpellé, c'est son côté... genre, qu'il la joue en mode sympa au niveau du deal, en fait, avec Mando. C'est-à-dire qu'il arrive, il est comme... regarde, il le menace un peu en disant il y a Fennec qui va tirer sur Grogu si tu nous donnes pas l'armure. Puis après, il fait attends, on va se poser tranquillement, puis on va discuter. Puis je trouve qu'en fait...
il négocie son armure assez facilement, puis surtout en mode, je veux dire, contre une armure, il lui donne presque son dévouement en fait à protéger lui et Grogu, et ça j'ai trouvé ça un peu facile en fait là-dessus. J'ai pas compris aussi pourquoi il demande à Mando, alors ça c'est pareil, je trouve que c'est une facilité scénaristique de l'épisode, pourquoi il demande à Mando d'enlever son jetpack. Ah oui, bah clairement. Puis après pourquoi après le Mando leur met pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour pas qu'ils s'en aillent, t'sais. Ok, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, pourquoi Mando leur met pas par la suite? Parce que Mando passe l'épisode à monter et descendre la colline à peu près 3 fois. Mais c'est ça, en fait, ce côté un peu deal avec Mando, j'ai trouvé ça un peu, pas off du personnage, mais... Bah, c'est peut-être une fraternité de Mandalorian. Hein. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais. C'est vrai que ça pourrait jouer. Ou alors l'idée du code de l'honneur des chasseurs de primes, ou un truc comme ça aussi, tu vois. Oui, le fait de dire je vais respecter mon contrat, je pense que c'est clairement ça. Parce que les mecs signent jamais rien finalement dans Star Wars quand ils font des deals. Ouais, non, c'est Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Mando, quand il va voir pour attraper Ahsoka, à aucun moment il dit à la c'est pas une impériale, mais à la responsable de la cité, à aucun moment il lui dit oui, j'accepte le contrat. C'est vrai. Oui, il lui dit je vais la trouver pour vous. Il l'a trouvée. Mais c'est pas tant le fait qu'il honore sa promesse, quoi, plus que qu'il la fasse, en fait, cette promesse-là. C'est-à-dire que je trouve que c'était beaucoup de promettre d'un coup, on va te protéger, toi et l'enfant, nanana, si tu me rends l'armure. Alors que, oui, je pense qu'il y a un côté fraternité, effectivement, ou un espèce de code d'honneur entre Bounty Hunter, pourquoi pas. Mais je sais pas, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu... En fait, ça rejoint en fait cette espèce de feeling que j'ai toujours de comme j'ai l'impression qu'ils ont fait ça parce que scénaristiquement ça les arrange que Boba Fett il soit là pour les 2 derniers épisodes, tu vois, et à chaque fois ça vient me gêner en fait, ce genre de décision qui se comme ok, on veut que Boba soit là pour les 2 derniers épisodes, donc on va lui dire que il va le protéger, puis on va régler le problème comme ça. C'est la force. Ouais, c'est la force. Ouais. Moi, je voulais ajouter sur le look du personnage. J'ai trouvé ça assez ouf quand il a mis son armure. Déjà, on a le sentiment qu'elle est minuscule par rapport à lui. Je pense que... Ouais, on sent que Temuera Morrison, il a une silhouette. Et puis en plus, il a toute sa cape et tout, donc ça rajoute. Donc ça lui fait une armure en jupette en plus, parce que du coup, on a la cape qui dépasse en dessous. C'est assez drôle. Et du coup, ça fait ressortir d'autant plus les couleurs aussi, parce que le Mandalorian, lui, il est chromé sans couleur. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que Boba Fett, il a son vaisseau coordonné avec son armure, mais c'est une fashion victime en fait, ce mec. Ouais, c'est un peu ça. Fashionista Mando. Ouais. Par contre, il y a des trucs assez cool dans l'armure qu'on n'avait jamais vu utiliser, genre, je pense les espèces de les petites fusées qui sont dans la genouillère, enfin ces trucs-là, on l'avait jamais vraiment vu se battre avec tous ces trucs-là. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool en fait. Et moi j'ai bien aimé aussi le fait que, alors déjà le fait qu'il ait pris de l'embonpoint, je trouve que c'est sympa parce que tu vois, et que l'armure effectivement il est un peu serré dedans quoi. Mais ça montre aussi le gars, tu vois, qui a pris de l'âge quoi. Et donc quelque part, je trouve que ça j'apprécie. Et je sais pas si vous avez vu aussi, il est tout cramé sur le crâne et ça amène sûrement, nous on s'est dit certainement il a dû bouffer de l'acide du sarlac, tu vois, quand il a fini dedans, et on peut imaginer qu'il peut-être il a été brûlé ou tu vois, et ça je trouve ça c'est un truc qui m'a plu aussi. Ouais, je suis d'accord aussi. C'était niveau maquillage, mais globalement en fait ça c'est un truc que les costumes, les maquillages, etc. C'est un truc qu'on peut pas vraiment reprocher à Mandalorian depuis le début. En fait c'est toujours réussi de ce côté-là, et d'un point de vue design en général, de toute façon c'est assez cool, et c'était le cas aussi avec Boba. J'ai bien aimé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'ai vraiment bien aimé la façon dont il se bat avec le gars d'Erfi. Peut-être un côté un peu violent, tout en maîtrise aussi. Ça m'a un peu rappelé Chirrut, non pas Chirrut, l'autre. Absolument, si, c'est Chirrut. C'est ça, qui se bat avec son bâton en fait dans Rogue One, dans les mouvements et tout. Puis il y a une autre chose, et c'est un truc que moi j'avais pas pensé, mais j'ai vu sur Twitter, et effectivement après ça m'a sauté un peu aux yeux. Son duo avec Fennec,
il fait un peu penser à le duo de Django avec Zam et Essel en fait dans l'épisode 2. Oui. Ouais, c'est qu'il y a vraiment cette espèce de binôme en fait de ce côté-là quoi. La fille casquée et le mec. Ouais. Le Mandalorien. Par contre, sur le design de Fennec, rien de particulier, hein, même son petit côté robotisé, je trouve que bon, c'est pas très développé. Non, c'est pas ouf. Par contre, j'ai pas compris pourquoi à un moment elle enlève son casque pour le balancer sur un mec. J'étais comme, me semble que ton casque il te sert quand même pour viser, etc. Puis à un moment, tu décides juste de l'enlever dans une des scènes de baston, puis de le jeter sur un storm. J'étais comme, ok. Pourquoi pas? C'était pour si tu l'avais pas reconnu encore. Ouais, c'est ça. Qu'elle retire son casque. C'est les réalisateurs, ils en ont marre d'avoir que des mecs avec des casques. Avec des casques, ouais. Il y a un ou deux plans qui sont sympas. Pourtant, avec le Covid, dans la saison 3, ils vont tous garder le casque. Ah ouais, c'est ça. Jamais sans ton masque. Non, mais voilà, enfin, je pense qu'on a fait le tour sur on a fait à peu près le tour. Ouais. Et j'ai bien aimé aussi, tu sais, le moment où il amène l'intérieur en fait. Alors on peut pas parler de gravure quoi, mais l'inscription dans le code de l'armure, voilà, du fait que ça appartenait à son père, etc. Et il y a toute la valeur affective qui arrive là-dessus, parce qu'on se rappelle que ça a quand même dû être un traumatisme quand son père s'est fait couper la tête. Hein. Avec l'alphabet mandalorien en plus dans ce truc-là, j'ai trouvé sur internet la traduction. Il y a déjà des gens qui sont amusés à traduire ce truc-là. Donc bon, je l'ai trouvé en anglais, mais en gros ça dit foundling, donc orphelin, took into the, donc là il y a pas la suite, donc pris dans tel endroit, l'année 2, donc là il y a pas la suite, et conquered down, mentor just, et ça commence avec Jaster comme Jaster Myrrell, qui était l'ancien, qui était le Mandalorien qui avait recueilli Jango Fett, Father Fett, Boba Fett, etc. Donc c'est vraiment un peu un début d'histoire autour de Jango Fett, et qui revient avec son histoire dans l'ancien univers étendu en fait. Donc ça a l'air de canoniser certains éléments de l'ancien univers étendu, donc l'univers légende, autour de la famille Fett. Et c'est vrai que du coup aussi il a dit que l'armure c'était celle de Django. Je pense qu'on n'avait jamais eu cette confirmation qu'elle est en Beskar. Ça confirme aussi, du coup ça fait penser pourquoi est-ce que Jango Fett a pas trop peur d'être en plein milieu d'une arène pleine de Jedi et que ça tire partout, parce qu'il a une armure en Beskar. Pourquoi est-ce qu'il finit décapité? Parce que c'est une bonne manière de se débarrasser de quelqu'un qui a une armure en Beskar. Donc voilà, c'est pas mal pour ça. Ça apporte de la cohérence à aussi la prélogie. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, mais c'est un très bon point, le coup de la décapitation. Ouais. C'est un peu comme les Highlanders, quoi. Les Beskar, faut leur couper la tête. Je crois qu'on a fait à peu près le tour sur l'aspect mandalorien, Fennec et compagnie. Donc si vous voulez bien, on va passer au deuxième axe qui est les impériaux. Ouais. Et donc du coup, ce qu'on remarque, c'est que les impériaux, ils arrivent à peu près à la moitié de l'épisode, et ils ont une première salve où ils envoient du Stormtrooper classique. Et c'est vrai que quand j'ai vu, je pensais qu'ils allaient envoyer direct les Dark Troopers, puis quand j'ai vu les Stormtroopers arriver, je me dis pourquoi ils envoient ces mecs-là pour se faire buter. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. Avant, je voudrais revenir juste sur un point. Est-ce que vous avez remarqué que c'est cool, il y a un parking sur la planète? Il y a comme le parking à vaisseau. Ils vont tous se garer les uns à côté des autres, ils font un petit créneau et tout, ils s'installent. J'ai trouvé ça très très drôle en fait, la façon dont, tu sais, je me suis dit mais dans ce cas-là, pourquoi ils détruisent pas le Razor Crest direct en fait, s'ils vont se foutre juste à côté. Bon, après il s'avère qu'ils détruisent le Razor Crest après, mais j'étais comme ok, sympa. Le petit parking de la planète de Titan, il est plein. Mais c'est vrai qu'il aurait pu y avoir un Stormtrooper juste qui passe dans le Razor Crest qui défonce la console avec le blaster, en se disant au moins, même si on n'arrive pas à les buter, ils pourront pas repartir, on finira bien par les avoir. Non mais attends, t'es avec un site archéologique, forcément il y a le petit parking à côté pour aller le visiter. Exactement. Normal. Et quand ça s'ouvre aussi, j'ai trouvé que ça faisait très débarquement. Ouais. Quand les storms arrivent. D'ailleurs, les gars se font défoncer direct, les premiers, et ils tombent comme des mouches.
D'ailleurs, donc, le du coup, design, excuse-moi, le design du vaisseau est très sympa parce qu'il fait un espèce de pont avec la post-logie. Il ressemble un peu au design de troupes, il ressemble même beaucoup au design de troupes du Premier Ordre, qu'on voit dans The Force Awakens, et ça, j'ai trouvé ça très chouette, en fait. Encore une fois, en termes de design, c'est super réussi de ce côté. T'as raison, Tom, c'est vrai que ça a un côté un peu barge de débarquement, dans le style. Donc du coup, nos Stormtroopers débarquent, et donc là, on verra qu'il y a des nouveautés, hein, notamment le Stormtrooper mortier, qui est pas en jaune comme le commando Cody. Donc du coup là, ils se prennent une petite branlée, donc donc ça bastonne un petit peu, et très rapidement, du coup, ils battent en retraite, et c'est là que sont envoyés les fameux Dark Troopers qui embarquent le Baby Yoda. À ce moment-là, on a notre fameux Boba qui retourne poursuivre les Dark Troopers, et il se rend compte qu'il y a un croiseur impérial, chose que plus personne imaginait revoir dans le coin, et donc là il se dit non, j'ai aucune chance, et il revient et il réexplique ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression, pourtant lui à l'époque a bossé pour l'Empire, qu'il les aime pas trop dans le retour qu'il en fait. Voilà, pour le petit résumé impérial, je vous laisse rebondir là-dessus. D'ailleurs, cette histoire de t'es sûr, il y a un destroyer, bah oui, je l'ai sous mes yeux. Il y a un truc que j'ai pas compris, puis je l'ai re-regardé dans la deuxième fois que j'ai regardé, et ça m'a fait le même truc, c'est qu'en fait, il lève la tête, alors dans la réal ou dans le montage, quand il y a les Dark Troopers qui descendent, en fait, tu le vois le plan d'après, t'as le Mando qui regarde en l'air, etc., puis là, on voit le plan sur le destroyer. Fait que j'étais comme, dans ma tête, il les avait vus qu'il y avait un destroyer. Ouais. Puis là, ils sont comme, ah, t'es sûr? Bah oui, je l'ai sous les yeux. Mais j'étais comme, mais oui, mais là, on l'a déjà vu, en fait, vous l'avez déjà regardé. Fait au niveau du montage, il y a un petit truc un peu bizarre, parce que j'avais ce feeling qu'ils l'avaient vu, en fait, le Star Destroyer, et puis là, ils sont comme, ah, bah t'es sûr? Je sais pas, ça m'a fait un peu... Moi aussi, je me suis dit, mais tu l'as pas déjà vu, là? Il trône dans le ciel depuis je sais pas combien de temps, là. Ouais, mais alors que il y a des plans juste après où tu vois les Dark Troopers passer à travers les nuages, puis effectivement tu vois pas le Star Destroyer. Fait que je pense, c'est vraiment un espèce de problème de montage de ce côté-là, et qui est un peu chelou, qui nous donne cette impression-là, quoi. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est que les gars sont surpris de voir un Destroyer. Or, finalement, on voit bien que dans plusieurs planètes, ils y sont encore, l'Empire, là, dans ce coin-là de la bordure. Donc pourquoi Boba Fett est surpris de revoir l'Empire, alors Bah, c'est que lui, il les avait pas vus, c'est-à-dire que le Mando, il avait déjà croisé des Impériaux, mais lui peut-être pas. S'il est resté sur Tatooine, pour le coup, il y en avait plus. Justement, il nous l'explique sur Tatooine que elle était... J'ai du mal à imaginer, justement, qu'il soit resté 6 ans sur Tatooine, quoi. Donc c'est là où chacun s'est fait son interprétation des éléments qui sont pas expliqués. J'avoue que ça, c'est assez obscur. Et c'est vrai que les destroyers, vraiment les gros vaisseaux, il me semble que dans Riposte, il nous explique que ça commence à devenir une denrée rare. Donc, en effet, peut-être que... non, parce qu'il y en avait beaucoup autour de Andorre et tout. Donc, finalement, peut-être qu'à cette période-là, qui est encore postérieure, c'est censé être déjà... presque tous détruits. Surtout qu'une grosse partie a été détruite sur Jakku déjà. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'on, c'est ça, on a déjà eu la bataille de Jakku à ce moment-là, ou... Ah oui, je pense. Okay. Et donc du coup, le reste est censé partir dans les régions inconnues. Et donc c'est les fameux frondeurs du Premier Ordre, en fait, qui veulent, eux, ils sont plutôt empire, mais voilà, il va pas en avoir des masses quand même, quoi. Effectivement. Bah sinon, sur les Stormtroopers, ce qui est sympa, c'est de voir les bouts de plastique blanc se faire défoncer par Boba. D'un point de vue visuel, c'est quand même magnifique. C'est un peu jouissif même. Ouais, c'est même jouissif. Après, je trouve que il tire quand même beaucoup en plein milieu du Beskar. Ça fait un peu... Je pense que si Mando s'en était pour une pris fois qu'ils petite... manquent pas leur cible. C'est ce que j'allais dire. Il aura fallu attendre Mandalorian, la série, avec un mec qui a une armure en Beskar pour voir des Stormtroopers réussir à tirer sur leur cible, quand même. C'est ça. Parce qu'en plus, il le loupe pas. Hein. Il le loupe pas, mais du coup, il loupe pas non plus le Beskar, quoi. Donc t'as l'impression un peu qu'ils font exprès. Sinon, sur le mortier, c'est sympa d'avoir repris le design de l'incinérateur qu'on avait vu dans la première saison, en jaune. Donc voilà, on commence vraiment à avoir des spécialisations qui ont toujours ce design un petit peu avec la bande sur le visage.
Par contre, le mortier en lui-même, l'arme, j'ai trouvé ça un peu cheap, en fait. J'avais vraiment l'impression que c'était une arme made in planète Terre, tu vois. Enfin, je trouvais que ça faisait pas très Star Wars, en fait. Je sais pas, ça aurait pu être un peu plus... Il y a pas d'originalité, ouais, tu sais, ça aurait pu être un peu plus laser ou quelque chose, enfin, je sais pas trop comment dire, mais ça faisait vraiment genre, je mets une grenade normale, puis j'envoyais ça... Mais ils auraient pu faire comme dans The Clone Wars, où t'as des petites grenades comme ça, mais qui font des chocs électriques. Exact, ouais. Ça aurait fait un peu plus Star Wars, peut-être. Après, sur les Dark Troopers, du coup, on a la confirmation que c'est des droïdes, parce que vu ce qu'on en avait vu, on n'en était pas certain. On voit qu'ils volent. Est-ce qu'on fait un petit rappel sur c'est quoi les Dark Troopers pour ceux qui connaissent pas Vas-y. Donc en fait les Dark Troopers c'est des espèces de droïdes mais des exosquelettes même carrément qui sont apparus en fait dans les jeux vidéo à la base. Me semble que c'était Dark Force en partie, mais on les a vus aussi dans Battlefront même. Puis il y a plusieurs niveaux de phases en fait de Dark Troopers dans l'ancien univers, dans l'univers légende. Certains, les Dark Troopers étaient plus ou moins canonisés via les jeux vidéo, certains, si je dis pas de bêtises, on les a vus dans Empire at War, etc. Et puis les anciens Battlefront, en fait, quand je parle de Battlefront, je parle pas des 2 derniers qui ont été faits. Et c'est ça en fait, c'est des droïdes surarmés qui ont été je pense qu'il y a même des pas des cyborgs en fait, je pense qu'il y a une partie un peu cyborg dans les Dark Troopers si je dis pas de bêtises et voilà, en gros ils ont recanonisé ça avec un look avant c'était très massif en fait le look des Dark Troopers donc là je trouve le look des nouveaux Dark Troopers assez réussi en fait, ils font assez peur et ils sont pas trop violents, mais l'idée c'était un peu de ressembler à Vador un peu dans le look à la base, notamment au niveau du casque un peu avec la pointe sur le devant quoi, et c'était supposé il me semble qu'il y avait certains Dark Troopers qui étaient supposés être résistants au lightsaber, au sabre laser pardon, avec certaines armes en fait, ils avaient des armes, des vibroaxes je pense ou quelque chose comme ça. Donc, moi ça m'a fait penser la scène où ils arrivent, vous savez, à la communauté de l'anneau quand les Nazgûl attaquent autour du feu. Ouais c'est vrai. Dans la communauté de l'anneau, tu sais, il y a un moment, ils sont tout en haut, justement, d'une montagne, avec des pierres, comme ça, ils sont au coin du feu, les Nazgûl arrivent de tous les côtés. Et ils entourent les hobbits, donc les élus, quoi. Et ça m'a fait penser un peu à ça. C'est vrai qu'ils enlèvent bébé Yoda, un peu comme ils enlèvent Frodon. Ouais. J'ai hâte de les voir se battre, parce que du coup, finalement, on les voit pas se battre. C'est-à-dire qu'ils descendent, ils prennent Grogu, puis ils remontent, quoi. Donc, d'ailleurs, ce côté, genre d'avoir pas des jetpacks, mais des fusées dans les pieds, c'est pareil, c'était un truc qui existait déjà dans les Dark Troopers, les anciennes versions des Dark Troopers, donc ça, ils l'ont gardé. Et ce qui marche plutôt bien, en fait, j'ai trouvé. Sur l'axe impériaux, il y a aussi un autre élément, c'est qu'on retrouve Moff Gideon, sur la fin, qui va présenter le sabre laser à bébé Yoda qui a été capturé et qui lui montre et qui lui dit tiens, t'aimerais bien pouvoir t'en servir. Et là, j'ai vraiment, je sèche quoi, j'ai pas quoi. Moi j'ai pas trop compris non plus ce côté-là, genre tu connais ça, t'as l'air d'aimer ça. J'étais comme c'est le Dark Saber, c'est un peu. Je pense que c'est encore une fois une facilité scénaristique pour te ressortir le Dark Saber, pour que après quand Bo-Katan arrive pour récupérer le Dark Saber, tu sois pas étonné. Mais lui, bébé Yoda a zéro lien avec ça, ou alors il y a un élément. Non, je pense pas. Faire comme si c'était un sabre, peut-être. En plus, je pense, on a la confirmation plus ou moins quand même que la quête d'Ahsoka, je vais appeler ça comme ça, qu'il a eu le Mando, ça c'était en partie pour réussir à avoir une lance de Beskar, et puis la lance de Beskar, elle va servir à quoi? Elle va servir à se battre contre le Dark Saber, parce que on a vu justement que le Beskar résistait au lightsaber, donc enfin, il y a plus trop de doute sur le fait que en plus c'est le seul truc qu'il a récupéré avec la petite boule du Razor Crest, donc on sait qu'il va y avoir une baston entre le Mando et Gideon, a priori, avec ça, mais j'avoue que j'ai pas trop compris en fait le côté pourquoi il montrait ça, puis que il y a un côté un peu, enfin le Grogu réagissait de façon presque envieuse de ce truc-là. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Ouais.
Après, j'ai trouvé ça bizarre la façon dont il s'allume le sabre. Je sais pas si vous avez vu, il y a vraiment la lame qui se déploie, mais comme en fait c'est une lame différente des autres sabres laser, je trouve que ça donne une impression vraiment étrange. Et on l'avait pas vu en fait dans la saison 1 puisque il commence, on le voit, il apparaît en découpant le vaisseau, donc on voit pas vraiment qu'il sort de la poignée. Et vraiment, je sais pas, ça m'a semblé un peu étrange, un peu artificiel. Bon, vous allez me dire c'est un sabre laser. Dans Rebels, elle sort comment la lame? Eh ben, je me rappelle plus non plus. Si, je pense qu'on le voit, mais je me rappelle plus comment ça sort. Connaissant Filoni, ça doit être similaire, quoi. Il a pas pu laisser échapper un détail comme ça, quoi. Mais je me suis fait la remarque aussi, que j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais bon. Sur l'aspect impériaux, vous avez d'autres éléments à amener ou pas? Au début, quand ils sortent, j'ai trouvé que ça faisait très... quand ils sortent, je reviens un peu là-dessus, quand les Storm sortent du vaisseau, ça fait très vague, un peu de jeu vidéo, genre, tu sais, t'as les vagues les unes après les autres, t'as l'impression qu'il y a comme un réservoir infini de Stormtroopers qui sont dans le vaisseau et qui sortent les uns après les autres. Ouais. Mais j'ai trouvé ça assez cool, en fait. Ça rejoint un peu ce que tu disais du côté débarquement là-dessus, mais sinon j'ai bien aimé avoir l'espèce de commandant qui était comme l'autre il dit ouais mais je veux me faire arroser mais c'est pas grave, vas-y t'y vas quand même, enfin c'est ton rôle. Ça j'ai trouvé ça assez cool. Ah c'était bien ça. Ok, on passe à l'axe maintenant plutôt Jedi-eux, à savoir donc l'aspect Grogu là qui va donc sur cette fameuse pierre dont j'ai perdu le nom. Ils appellent ça la pierre du destin là. Du pouvoir, du destin. Ah peut-être bien du destin. Ouais. Donc la pierre du destin. Et donc il fait sa méditation. Et là, gros champ d'énergie, un pouvoir qu'on n'avait jamais vu quand les Jedi faisaient de la méditation. Donc est-ce que Grogu est spécial, ou est-ce que c'est la pierre qui est spéciale? Oh je pense. Voilà, ouais. Peut-être un peu des deux, je sais pas. Je pense que c'est le temple qui veut ça, mais... C'est le temple, ouais. Et donc du coup, le Grogu devient inaccessible. Et la particularité qu'on va avoir, du coup, c'est que on est sur cette fameuse planète Tython. Alors, c'est une planète qu'on trouvait dans les jeux The Old Republic, parce qu'elle était à la base, en fait, de la création de la Force. Par contre, vous qui avez peut-être joué, moi, j'ai pas souvenir de cet endroit. Non, moi j'ai pas joué à The Old Republic non plus. J'ai pas l'impression que c'était un endroit qu'on avait vu. J'ai cherché un petit peu Titan sur le wiki. Puis a priori, enfin les temples qui existaient, ils étaient beaucoup plus développés que ce qu'on a vu. Ça faisait plus civilisé, pour moi, Titan. Ouais. Moi j'étais vraiment déçu en fait de ce qu'on proposait visuellement sur Titan, sur ce temple là. Je m'attendais quand on arrive en fait et que je vois ça, je fais comme tu sais c'est cool, mais ça risque d'être un peu comme dans Rebels, c'est-à-dire qu'à un moment quand Ezra il rentre pour la première fois dans le temple sur Lothal, c'est une espèce d'énorme rocher et puis en fait il rentre à travers, enfin le rocher bouge puis il rentre à travers et je m'attendais à ce que ça soit un peu ça, c'est-à-dire qu'il y ait une espèce de porte et puis que finalement ils finissent par rentrer à l'intérieur de la montagne. J'avoue que j'ai été vraiment déçu par le côté un peu cheap du temple, les espèces de... Alors je sais plus comment ça s'appelle, Céline, les menhirs. Un cromlech. Un cromlech, c'est ça. C'est-à-dire un entourage de monolithes. Comme à Stonehenge, c'est ça. Voilà, exactement. Et j'ai trouvé que c'était cool, mais que c'était pas suffisant pour un temple... qui semble avoir quand même une importance, enfin dans l'ancien univers étendu, donc Titan est une des planètes où un des premiers temples Jedi aurait été développé. Donc tu regardes même sur Acto, l'espèce de temple sous l'arbre était un peu plus que juste développé, ouais, tu sais t'as comme l'espèce de truc sur le sol là qui est yin et yang là où il y a Luke qu'on le voit, etc. Comme on dit, une mosaïque, voilà, c'est ça que je cherchais. Bref, c'est un peu plus développé. Là on a vraiment juste un caillou. Je trouve l'effet est sympa. Mando est un peu têtu parce qu'il retourne 3 fois parce qu'il avait pas compris les 2 premières fois qu'il se faisait éjecter par l'effet de la force. Mais pas grand chose de plus à dire en tout cas sur le temple et sur Titan quoi. C'était sympa de voir une planète un peu différente de ce côté-là, mais... Et puis une planète entre guillemets historique aussi. C'est ça. Mais j'aurais aimé qu'on voit un peu plus que ça quoi.
dans les visuels que j'avais retrouvés de Titan, en fait, ils avaient des équivalents de spatioports et tout, et là c'est vrai que il arrive, alors c'est possible hein, sur un coin vide hein, de la planète. Et c'est effectivement, ouais, on aurait peut-être pu avoir un peu plus de choses. Mais ça joue un peu sur le sentiment que j'ai trouvé un peu fan film en fait de l'épisode où j'ai eu une espèce d'impression que finalement ils avaient pas énorme de budget pour cet épisode-là, ils gardaient tout le budget pour les 2 derniers épisodes de la série, de la saison quoi, et du coup ils ont fait comme bon, regarde, on va pas développer trop de décors sur celui-là, on va les laisser dans un espèce dans 50 mètres carrés à peu près, t'as une colline, ça monte, ça descend, il monte, il descend, et puis point barre quoi. Moi je suis pas trop d'accord avec toi, moi je trouve qu'il y avait quand même des aspects sympas à cette planète déjà, c'est ni une planète désertique, ni une planète ultra forestière, enfin on voit que il y a plusieurs environnements différents, il y a à la fois des arbres, des rochers, moi j'ai vachement accroché au style du Cromlech, je trouve que il y a un vrai choc visuel, tout de suite on est happé par ce décor. Maintenant ouais, mais ça manque d'une mythologie un peu autour de ça. C'est dommage que finalement il se retrouve pas à être très loin, et puis il cherche un peu ce temple. Finalement, tout de suite, il arrive sur la planète, il sait où il faut aller. Et, il dit qu'il doit se garer loin, mais en fait, il se gare à 30 mètres. Voilà, finalement, on l'explore pas beaucoup cette planète, à part 3 rochers et la colline, quoi. Disons que c'est un temple à l'état brut, quoi. Et la question que je me pose, c'est si bébé Yoda et si cet endroit est si fort, s'il arrive à faire autant de choses quand il médite, c'est peut-être justement parce que on est plus en lien avec la nature et que peut-être ils ont voulu à ce moment-là avoir un temple vraiment à l'état brut pur, voilà, sans technologie. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais et peut-être que les spatioports sont ailleurs. Je trouvais que c'est quand même l'occasion de mettre, sans forcément développer, enfin d'insister là-dessus, mais de mettre un peu plus de mythologie autour de ce temple-là, en fait, par des éléments de décor, un petit peu, pas forcément. Je m'attendais pas à ce qu'on fouille un temple pendant une demi-heure, tu vois, mais qui est des restes de parce que alors dans la mythologie Titan, c'est là où il y a les anciens Jedi, donc pas les Jedi, ça s'écrit pas exactement pareil, mais qui a amené la création de l'ordre Jedi, et tu sais, de la même façon où, par exemple, sur Jedha dans Rogue One, tu sais, il y a plein d'éléments de décor qui te font sentir qu'il y a un passé, un passif autour de l'ordre Jedi, etc., que là j'ai pas senti là, tu sais, genre par exemple sur Jedha, tu sais, t'as la statue qui est écrasée quand on voit le plan vu de dessus du vaisseau qui passe, puis tu vois qu'il y a un Jedi une statue de Jedi qui est écrasée dans l'espèce de désert. Je trouvais que ça manquait d'un petit peu d'éléments de décor qui puissent te faire sentir qu'il y a un vrai passif autour de cette planète. C'est-à-dire que nous, on le sait qu'il y a un passif sur la planète, mais le grand public, pour lui, c'est juste juste une planète comme une autre où il y a un rocher, quoi. On a le sentiment qu'en fait, ils ont pas vécu là, mais que juste, ils y procédaient à des cérémonies, par exemple. Exact. C'est une petite déception, mais bon, c'est pas non plus dramatique, quoi. Et on voit aussi sur le bébé Yoda, rapidement, sur le dernier truc que j'ai noté sur lui, c'est qu'en fait, Moff Gideon, pour vraiment l'emprisonner totalement, il sait en fait que quand il utilise la force, après il dort, et le meilleur moyen de l'approcher, c'est il le force à latter 2 Stormtroopers pour qu'il s'endorme derrière après avoir utilisé la force. Ouais. Moi j'ai vu ça un peu autrement, c'est-à-dire que oui, il y a ce côté dormir, mais il y a clairement un basculement un petit peu, enfin basculement peut-être pas, mais il est attiré un peu par le côté obscur, notre ami, et puis c'est pas la première fois. C'est-à-dire que Grogu, déjà dans la saison 1, quand il rencontre Gina Carano, là, Cara Dune, à un moment il essaye de l'étrangler, puis c'est Mando qui fait arrête, et il y a un espèce de petit basculement du côté obscur de Grogu, qui peut expliquer aussi pourquoi, qui s'explique entièrement pourquoi Ahsoka aussi veut pas le former, etc., parce qu'elle sent qu'il y a un petit peu, il y a de la peur, il y a de l'attachement, etc. Et j'ai senti un peu ça comme Gideon qui profite un peu de ça, genre en mode,
tu sais, ça pourrait être utile, je vais le laisser s'énerver, tu vois. D'ailleurs, sur le net, il y a des gars qui ont fait des projections de Darth Grogu, quoi. Des fan art Darth Grogu. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est Faye, notre collègue, qui dans son podcast disait aussi que il est vachement exposé aussi à la violence en fait avec Mandalorian. Il arrête pas de voir des mecs se faire dézinguer, donc c'est pas forcément très bon pour son enfance et son développement. Donc c'est aussi un point possible aussi pour ne pas aider à la bascule, on va dire. Effectivement. Bien aimé par contre en termes de développement la petite scène d'intro dans le vaisseau où il redéveloppe un peu plus la relation père-fils entre guillemets avec les deux où tu sais, tu sens vraiment, alors moi j'ai pas d'enfant mais tu sais il y a un vrai côté fierté du père qui était vas-y fais-le, allez tu sais puis et ça l'éclate de lui donner un vrai prénom aussi. Ouais, il dit Grogu, puis l'autre il réagit, il dit putain, il refait Grogu. Non, il y a vraiment un truc sympa sur leur relation, et puis le fait aussi que Mandalorian se sente un peu dépassé, et dire t'as vraiment des pouvoirs qui me dépassent, il faut que j'ai de l'aide. Il y a aussi cet aspect-là, des fois quand t'es parent, voilà, par exemple, les gens qui ont des enfants qui sont qui ont un QI très élevé, finalement ils se sentent un peu dépassés sur certaines choses, ils ont besoin d'associations de parents qui ont vécu ça. Il y a un peu cet aspect-là aussi. Puis quand il dit à Grogu, il faut te préparer à ce que je te laisse avec tes semblables, avec des Jedi, etc. Tu sens qu'en fait il le dit plus à lui qu'il le dit vraiment à Grogu, parce qu'il le regarde pas vraiment quand il le dit, il regarde un peu devant, etc. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il y a vraiment un vrai truc comme ça. J'ai vraiment bien aimé cette scène-là en fait, cette petite scène d'intro. Et puis la tragédie. De l'enlèvement de Grogu, c'est la tragédie pour le Mando en fait, hein. C'est lui qui est dévasté totalement. Quand il va voir Cara Dune, on sent que il est prêt à tout pour le retrouver, quoi. Ouais, d'ailleurs l'idée de libérer l'Império qu'on a vu de la prison, j'espère qu'ils vont pas développer ça pendant, que ça sera trop long dans le prochain épisode, de le délivrer de la prison, parce que c'était pas un perso que j'avais vraiment aimé plus que ça dans la saison 1. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à développer que ce gars-là, mais on va voir. Que cette quête annexe. Ouais, c'est ça, cette énième quête annexe. Sinon, un petit mot sur bébé Yoda qui médite. Je trouve ça très cute qu'on le voit vraiment avoir les mains, les doigts qui se touchent en mode Bouddha, genre à moitié là. C'est ça, hein. C'était très rigolo. D'ailleurs, il y a de grosses inspirations bouddhistes dans les Jedi. Bien sûr. Ahsoka, c'est le nom d'un des premiers empereurs qui avait adopté le bouddhisme en fait dans son royaume, par exemple. Et quand les gars te parlent de la force en fait, qui est en gros qui te dit que c'est l'univers avec c'est l'ensemble de l'univers qui est lié, etc. Quand tu regardes le bouddhisme, c'est exactement ça. Et le rapport à la mort, quand ils disent il rejoint la force, c'est exactement ce que, c'est tous les trucs de Jedi, c'est lié au bouddhisme en fait. C'est assez dingue en fait. Et donc du coup, le fait de le voir faire la méditation sur un endroit particulier, ça reprend, vous savez, le fameux arbre où Bouddha il a atteint l'éveil. Tu vois, je trouve qu'il y a tellement de trucs. Je sais pas si c'est volontaire, mais j'ai du mal à imaginer que les gars, ce soit juste le hasard, quoi, tu vois. Pour le coup, je pense que ça l'est, ouais. Ah ouais. C'est volontaire. Hein. Je pense que c'est inspiré. C'est inspiré, d'accord. Mais volontaire, inconscient ou conscient, je sais pas, mais ça fait partie des références culturelles qui rentrent dans Star Wars, donc il y a des choses qui semblent en fait naturelles de faire ça, sans se dire ok je vais faire exactement la même chose, mais naturellement tu viens à faire des codes que tu connais culturels et que tu vas essayer de reproduire de cette façon-là, quoi. De toute façon, George Lucas, lui, quand il avait créé le design caractère d'Obi-Wan et de Yoda, il avait clairement dit qu'il s'était inspiré de la spiritualité asiatique. Donc, je pense que c'est complètement cohérent d'aller là-dedans. Hein. Tout à fait. Un petit point aussi, alors là on va partir un peu sur de la référence un peu obscure. Juste avant qu'il arrive à méditer, Grogu, donc quand il s'assoit sur la roche, apparaissent des papillons bleus.
Donc ça, c'est un petit détail, mais je peux pas croire que c'est un détail anodin connaissant Filoni. C'est pas en fait dans le symbolisme général, les papillons et notamment dans les films, etc. C'est symbolique de renaissance, de résurrection, de renouveau. Des papillons bleus, on en a vu dans Star Wars, dans Clone Wars a priori. J'ai fait des recherches un peu. Il y a une espèce de papillon bleu qui était des porteurs de messages qu'ils appelaient les Carrier Butterfly, qu'on a vu dans 2 épisodes a priori. Moi je m'en rappelais plus, hein, mais qu'on a vu dans 2 épisodes de Clone Wars. Bref, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? On en a vu aussi ces papillons bleus dans... Alors, référence encore plus obscure, dans Rollout, ces espèces de petits cours sur la chaîne YouTube Star Wars Kids, qui étaient des petits cours animés de quelques minutes, vraiment pour les enfants en bas âge, où tous les persos étaient en forme un peu de BB-8, donc l'espèce de boule qui roule, et il y a un épisode qui avait fait beaucoup parler quand il était sorti, avec Ben Solo, donc qui suit Han Solo, etc. Puis il va délivrer des papillons bleus, puis il va délivrer Han Solo, etc. Puis beaucoup de fans de Reylo, y voyaient en fait un espèce de clin d'œil sur la résurrection de Ben Solo, etc. Et ils voyaient un espèce d'espoir que finalement Ben Solo n'était pas mort à la suite de l'épisode 9. Donc ça a l'air d'être à peu près les mêmes papillons en plus pour vrai que Rollout. J'ai regardé cet épisode-là exprès et je sais pas ce qu'il essaye de nous dire avec ça, mais voilà, je voulais le mentionner ce truc-là parce que ça m'a un petit peu amusé. Ça m'a questionné aussi beaucoup autour de ces petites bestioles. Je peux pas croire que c'est vraiment anodin parce que ils apparaissent vraiment au moment où ils s'assoient sur la roche. Que Grogu serait la réincarnation d'un ancien Jedi alors. Soit il serait la réincarnation, soit tout simplement peut-être que il fait appel à un Jedi qui a un côté renaissance ou machin, tu sais, quel va être le Jedi qui va répondre à son appel? Est-ce que c'est Ezra où on pense qu'il est mort et du coup il y a un côté en fait renaissance, renouveau, tu sais, que ça soit un espèce de messager autour de ça, je sais pas en fait, mais je pense que c'est pas totalement anodin par rapport à sa fonction de cette scène-là où il va se mettre sur le rocher pour faire appel, pour lancer un appel plus ou moins dans la force pour voir si un Jedi va l'entendre. Comme par hasard, à ce moment-là où il s'assoit, il y a ce papillon qui arrive à ce moment-là, avant qu'il parte en méditation complète, donc je peux pas croire que c'est complètement anodin connaissant Filoni et sa volonté de mettre des espèces de symboles animaux en fait avec la chouette de Ahsoka, etc. C'est des trucs qu'il aime beaucoup faire, donc j'y vois quand même comme un petit quelque chose qu'on en saura probablement plus dans les 2 prochains épisodes. Et on a dit que ça allait déclencher une connexion avec les Jedi, mais peut-être que ça le fait aussi avec les Jedi décédés. Exactement. Peut-être qu'on aura un fantôme de la Force qui apparaîtrait. Peut-être que ça sera le fantôme de Yoda. Ce sera peut-être ça en fait. Tu vois, en fait, le côté résurrection, j'y ai vu aussi peut-être un peu ça, tu vois. Je me dire, est-ce que dans ce cas-là, c'est parce que ils vont me dire qu'il part en connexion avec Yoda, qui est décédé à ce moment-là, donc. Ouais, ça peut tout quoi. Exact. Ouais, c'est ouvert. Ouais. Beaucoup de choses. Ok, du coup sur la réalisation, on n'a pas forcément besoin de revenir dessus puisqu'on l'a plus ou moins inséré dans les 3 parties qu'on a vues là. Ouais, je pense qu'on a fait. Vous aviez autre chose à rajouter ou pas? Non, pas grand-chose. Les FX que j'ai trouvé pas ouf dans les effets spéciaux dans cet épisode. Notamment, j'ai eu un espèce de sentiment un peu bizarre quand le Destroyer passait en hyperespace. Mais rien de très alors côté effets spéciaux, moi c'est la grosse boule qui se met à rouler qui vraiment j'ai trouvé ça, on en a pas parlé, très très laid. En plus, juste après, j'ai vu l'épisode de The Clone Wars de saison 7 où il y en a une aussi qui roule. Je me suis vraiment dit, en fait, il y a 0 inventivité. Et vraiment, ouais, je l'ai trouvé laide. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai pas trouvé ça très joli. Genre les storms qui courent devant, il y a un espèce de flou bizarre en fait qui est pas super réussi quoi. Puis bon, c'est clin d'œil à Indiana Jones, hein, on imagine. Mais, carrément. Mais bon, pourquoi pas, genre pourquoi pas, mais j'ai trouvé ça aussi un peu. Je te rejoins là-dessus sur les effets spéciaux de cette scène là quoi. Sinon, je pense qu'au niveau réel, on a fait quand même le tour de ce côté-là, en fait. Sur vos spéculations, là vas-y, Céline, je te laisse commencer. On a encore plein de trucs
ouvert sur lequel on se pose des questions. Est-ce que l'appel au Jedi a fonctionné? Est-ce qu'on va avoir un Jedi qui va débarquer? Est-ce que Bo-Katan va se retrouver avec Moff Gideon en même temps que les autres? Quel est le plan secret de Moff Gideon avec son sang de Jedi? Est-ce que le fait d'avoir retrouvé un donneur, ça va lui permettre d'avancer? Donc j'ai hâte de voir les 2 prochains épisodes et j'espère qu'on va pas passer trop de temps à libérer MFAIL au lieu d'explorer toutes ces portes qu'on a déjà ouvertes, plus celles ouvertes par Ahsoka, hein, bien sûr, mais celle-là, je pense, j'en ai fait mon deuil pour la fin de la saison. Voilà. Moi, je serais pas étonné qu'elle revienne, honnêtement. Je serais vraiment pas étonné qu'elle revienne parce que je vois vraiment, un peu comme dans la saison 1, c'est-à-dire, je vois les 2 derniers épisodes comme une espèce de Hall of Fame et des gens qu'il va avoir croisés dans la saison. Donc, parce que là, en plus, il va rechercher donc justement l'Império. On a vu qu'il est déjà allé rechercher Cara Dune, donc on imagine que Greef Karga va être là aussi. On sait que Boba et Fennec vont être là. Je serais pas étonné que Ahsoka donc revienne, mais que aussi donc Bo-Katan arrive. Que rendu là, je serais même pas étonné que Cobb Vanth débarque aussi, tu vois. Franchement. Le pot pourri. C'est ça, mais on dirait que il a besoin d'une espèce d'armée pour aller attaquer l'Empire, quoi. Et au niveau des Jedi, de l'appel des Jedi, alors, on dirait que je suis un peu mitigé entre 2 trucs. C'est que j'ai l'impression que ça va être le dernier plan de la saison qu'on va voir. C'est-à-dire l'arrivée d'un Jedi pour faire le petit waouh, tu sais, et puis introduire la saison 3. Mais d'un autre côté, je me dis que s'ils cassent le duo Grogu-Mando, je sais pas trop comment la série va évoluer, dans le sens que la série repose énormément sur ce duo-là. Sur la dynamique du duo, sur la relation, sur... c'est vraiment... C'est le seul but du Mando, c'est de protéger le Grogu depuis le début de la saison, enfin de la série. Donc, s'ils cassent le duo... Est-ce qu'on va, enfin, qu'est-ce que va devenir la saison 3, la saison 4? Est-ce que Mando va être à côté pour l'entraînement? Je sais pas, puis si on va se focus dans ce cas-là sur un entraînement de Grogu ou pas. Dans ce cas-là, c'est plus de Mandalorian, mais c'est de Grogu-Lorian, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas. Si on résume, ce qu'il y a de sûr, c'est que du coup, on va avoir un Hall of Fame, ça c'est sûr, et que les gars vont aller attaquer Gideon, qu'il y aura un combat contre le sabre noir. Et effectivement, je pense que dans les Hall of Fame, Bo-Katan, elle va revenir, c'est obligé. C'est pas impossible qu'effectivement, tu dises que le merde, j'ai perdu son nom, Cobb Vanth revienne également. La seule question qui m'interroge, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura des Jedi ou pas? Ouais, peut-être pas, parce que comme justement il a la lance en Beskar qui lui permet de se battre contre le Darksaber, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir de parce que si tu mets un Jedi, il va lui voler la vedette. Ouais, probablement. Ça, c'est sûr. Ou alors elle va arriver comme comment ça s'appelle, Captain Marvel dans Avengers, c'est-à-dire qu'elle va arriver à la fin de la bataille pour finir le truc, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vous voulez rajouter quelque chose? J'attends, je suis très curieux de voir où nous amène cette saison 2. Enfin, à la fin de la saison 2, j'aimerais qu'ils essayent de... Enfin, en fait, je suis un peu déçu que cette saison 2 aille trop à vouloir recouper, en fait, des choses qu'on connaît déjà dans les films, etc. Et qui va nous amener des potentielles incohérences, en fait, par rapport au film. J'aurais aimé qu'ils développent un peu plus une histoire à part, mais bon, c'est pas là où ils sont allés, donc maintenant on va voir. Et puis je suis curieux de voir comment ils vont raccrocher les wagons, justement, parce qu'on sait qu'ils aiment ça quand même, essayer de t'expliquer des trucs et que ça soit pas trop incohérent à la fin, mais que bon. Eh bien, Céline, tu voulais rajouter quelque chose? Il nous manque aussi quel va être le nouveau vaisseau. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Ok, et bien sur ce, donc il nous reste plus que 2 semaines dans cette période mandalorienne. Donc nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, et donc de la part de Fabien, de Céline et de moi-même, nous vous souhaitons un très bon Mandalorien et que la force soit avec vous. Bonne soirée. Salut, merci.